Bonjour. Le besoin de créer sa propre entreprise culturelle émane entre autres du constat de la mauvaise représentativité des artistes ou des œuvres qui circulent dans le paysage culturel et littéraire. Cela dit, et de plus en plus, bien des auteurs développent un don pour la création et la promotion de leur ouvrage. Ils le font souvent dans un esprit d'altérité, de découverte et d'aventure d'entreprise porteuse. Nous avons le plaisir d'accueillir Natacha Odona, montréalaise originaire de la Martinique, auteure et entrepreneur culturel, fondatrice de Shana Prod, maison d'édition dédiée aux livres. Natacha est auteure de Au secours, je suis enceinte et de Rouge Joyce. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Natacha, bonjour. Bonjour Kamal, Ravi merci de me recevoir ici. Ça fait plaisir de t'accueillir ici, d'autant plus que vous dirigez une entreprise culturelle et vous êtes auteur de livres. Ce qui est impressionnant, c'est qu'à l'âge de 4 ans, vous avez écrit votre premier conte, lorsque vous étiez au primaire. Et j'imagine, est-ce que ça a été à partir de ce moment-là que l'écriture est devenue pour vous inévitable? En fait, j'ai appris à lire à l'âge de 4 ans. Vous avez appris à lire? Voilà, et j'ai écrit mon premier conte à la dernière année de classe de primaire. Donc en fait, c'était un sujet qui était imposé par l'institutrice, mais j'ai vraiment eu envie de me laisser aller. J'ai raconté un conte de Noël qu'après j'ai fait jouer avec mes amis et même aussi chez les guides parce que j'étais scout à cette époque-là. Donc, ça, c'est une expérience de vie aussi intéressante. Voilà, donc j'ai fait jouer cette pièce-là 2 fois et c'est une expérience qui m'est restée très longtemps puisque après, quand j'étais chez les guides toujours, généralement, quand il y avait les spectacles de fin d'année ou les spectacles pour la fête des mères, pour certains thèmes d'année, c'est toujours moi, en fait, qui faisais la mise en scène, qui écrivait les textes. J'aimais vraiment ça, en fait. Et puis, donc, ça a été un déclencheur pour vous. Et donc, vous écrivez à chaque fois que l'occasion se présente. Est-ce que vous avez entretenu, à partir de ce moment-là, je ne sais pas, des journaux ou des manuscrits qui étaient restés cachés, puis ça s'est développé avec l'âge adulte, j'imagine? En fait, je n'avais pas spécialement de cahier. Du moment que je vois une feuille, j'ai une idée qui me vient en tête, j'écris. Je faisais lire mes textes parfois à des amis qui parfois étaient un peu désorientés parce que j'écrivais, parce que mais j'ai jamais lu ça, d'où tu sors ça, mais c'est déjà bien ton imagination. De montrer aussi aux gens ce qu'on fait, ça permet d'avoir un feedback et un retour qui est toujours constructif. Oui, c'est vrai que je n'avais pas peur en fait de montrer ça. Au contraire, j'avais cette envie-là. Je me rappelle, j'avais une correspondante que j'avais eue en classe de 3e année de primaire qui habitait Sérignan dans le sud de la France. Okay. Et un jour, on s'est lancé un défi. Il fallait qu'on écrive le plus de pages possible. Que vous remplissez les pages. Voilà. Donc, j'ai raconté des choses, j'ai inventé des choses et on a vraiment fait ça J'ai écrit pendant 15 jours comme ça pour avoir une bonne liasse à lui envoyer. Pour se dire que bon, voilà, on a quelque chose là qui pourrait constituer la forme d'un livre, en quelque sorte. Natacha, vous entretenez un blog, Parle t'en parle, c'est ça? Oui, c'est ça. Où vous développez une méthode d'exploration des sentiments et des émotions par les arts. Oui. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, donc j'ai commencé à écrire sur mon blog à partir de 2011, lors d'un voyage en Allemagne. On avait eu quelques péripéties et j'ai eu envie de coucher ça sur, pas un papier, pas de manière intime, mais de pouvoir partager l'expérience avec d'autres personnes. Et le partage, c'est intéressant, oui. Et par la suite, en arrivant ici en 2012 à Montréal, j'ai continué à écrire un peu comment je découvrais la ville, comment je découvrais le Québec. Et il y a eu des événements qui ont été assez délicats, que je n'arrivais pas à partager avec d'autres personnes. Et je disais à une cousine que j'écrivais beaucoup. Elle me disait, fais attention à ce que l'écriture ne devienne pas une sorte de manie. Et là, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de diversifier d'autres arts pour me permettre d'exprimer mes émotions. Donc, j'ai exploré la danse. J'avais déjà l'habitude de peindre et de faire des collages. Donc, j'ai repris ça. Excellent. Et pour moi aussi, la marche, c'est comme une sorte de danse. Ah oui, c'est un sport là. C'est un sport pour ceux qui ne font pas de sport. Donc pour moi aussi, c'est un art. J'ai même un texte sur le blog qui dit « Danse ta vie ». Danse ta vie, oui. Je pense l'avoir vu. Alors tout cela a constitué
comme un exutoire aussi pour exprimer ses sentiments et ses émotions. Natacha, vous êtes aussi entrepreneur culturel, vous êtes celle qui a créé Oui. Shana Prod, excusez. Comment est né ce besoin de créer cette entreprise? J'avais déjà commencé à explorer le milieu culturel Mhm. ici à Montréal en tant qu'auteur. Et à un moment, j'ai eu envie en fait de faire découvrir vraiment qui j'étais en tant qu'artiste en fait, Mhm. de montrer comment en fait j'aimais l'écriture, mais j'aime aussi les arts visuels. Mhm. Et j'aime partager, j'aime que le livre en fait puisse être le point de départ vers autre Ok. chose. Donc je me suis dit que j'allais proposer à des artistes en art visuel Mhm. de créer des œuvres à partir de livres de De l'auteur texte. Édouard Glissant. Ah, ok. Et ça tombait justement à une époque où arrivait le mois de l'histoire des Noirs. Donc je me Mhm. suis dit que ça tombait bien. Et le thème, c'était justement l'identité plurielle. Parce que moi, je suis originaire de la Martinique et notre peuple est fait de beaucoup de migrations. Mhm. De par l'esclavage, de par l'existence aussi Mhm. des colons, des autochtones qui étaient là avant, donc c'était les Arawaks. Et il y a eu l'immigration iranienne, l'immigration Oui, indienne, oui, l'immigration chinoise. oui. Donc nous sommes vraiment un peuple avec Un une identité, brassage un avec brassage de de toutes peuples. ces ethnies, oui. Et qui fait que quand je suis arrivée ici à Montréal, ben, j'étais contente parce que je me disais, ah, une société multiculturelle comme chez moi. Ben oui, on trouve les 5 continents, alors c'est toujours utile, oui. Oui, mais j'avais quand même constaté qu'il y avait certes ce multiculturalisme-là, mais on vivait les uns à côté des autres, Oui, pas ensemble. oui. Donc je me suis dit, ben, je vais montrer qui je suis. Chez moi, on vit ensemble. Et j'ai envie aussi de pouvoir naviguer dans les communautés ici à Montréal. Si j'ai envie d'être avec la communauté maghrébine, la communauté congolaise, la communauté haïtienne, que je puisse y aller tranquillement parce que je suis citoyenne du monde. Exactement. Et puis, c'est une entreprise dédiée aux livres. Donc, dans le but de promouvoir les auteurs peut-être qui ont une voix ou ceux même qui n'ont pas de voix et qui ont besoin d'un créneau pour s'exprimer. Natacha, on va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de l'émission Art et Lettres avec notre invitée Natacha Odona. On parlait de Shana Prod, qui est une maison d'édition dédiée. Est-ce qu'elle est spécifiquement dédiée aux auteurs africains ou aux auteurs issus de toutes les origines? Donc c'est vraiment une maison d'édition qui permet aux auteurs aux voix dissonantes, si on peut dire, de s'exprimer. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un besoin de la part des auteurs africains de se faire entendre en Amérique du Nord. Notamment en février dernier, en 2018, je me suis rendue au Gabon en voyage d'exploration. Je voulais aller découvrir la littérature gabonaise. Ils m'ont fait un bon accueil. J'ai pu présenter mes livres. J'ai même eu à enseigner à l'université Omar Bongo sur le réalisme en littérature. Ça m'a vraiment touchée. Et l'accueil que j'ai reçu au Gabon m'a ouvert les portes au Togo, m'a ouvert les portes en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que j'ai pu éditer 2 auteurs de là-bas qui m'ont envoyé leurs manuscrits. Ils ont entendu parler de Shana Prod et j'ai été touchée par leurs textes. J'ai vraiment, il y avait une forte émotion et ce qui importe aussi pour moi, c'est le processus d'écriture. Oui. Je veux savoir qu'est-ce que la personne éprouvait, qu'est-ce que la personne faisait au moment où, où elle était en train d'écrire. Et chaque fois, je suis émerveillée de voir, comment dire, presque cet écart entre ce que la personne vit et ce qu'elle produit dans son livre. Si je prends par exemple l'auteur ivoirien Josué Guébo, qui a écrit À l'ombre du pont, il était au Togo à ce moment-là, alors qu'il y avait des problèmes politiques au moment en Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo. Oui. Donc, il était en exil au Togo. Oui. Donc, on s'attendrait à ce que dans un tel moment de stress,
que les histoires qui sont racontées dans ce recueil de nouvelles soient peut-être empreintes de tristesse, de colère, mais au contraire, à l'ombre du pont qu'il a créé dans cet ouvrage, on n'y voit que beauté, enfin, c'est vraiment une transfiguration des émotions, c'est vraiment Et dans très la beau. résilience, justement, dans cette résilience de pouvoir dépasser ces obstacles, il y a une beauté, comme vous dites, et ça c'est très important de mentionner, juste le fait de pouvoir braver ces obstacles. Il y a peut-être un côté esthétique de pouvoir décrire ces sentiments comme on peut le faire. Mais vous avez publié, par exemple, ce dernier auteur, des auteurs qui vous envoient leurs manuscrits donc d'un autre continent. J'imagine qu'il y a un processus qui est quand même assez particulier, assez consistant. Est-ce que vous avez un soutien? Est-ce que vous avez des subventions qui vous permettent de soutenir ces éditions? Pour le moment, c'est ma poche. C'est votre proche. C'est tout à votre honneur parce que là, vous êtes donc... ça prend une actrice ou un acteur culturel vraiment déterminé pour le faire et ce n'est pas évident. Je dois dire que je suis vraiment déterminée. Oui. J'ai commencé le projet d'éditer des livres en 2014. J'ai commencé par moi avec mon livre Rouge Joyce. Et c'est vrai que mon objectif, c'était d'aller vers la jeunesse et aussi la jeunesse d'Afrique. Et j'avais commencé par mettre ce livre à un prix vraiment très bas, de façon à permettre à des jeunes de là-bas de pouvoir se l'acheter, que ça soit accessible. Et c'était comme un rêve. Je dis que c'était comme un rêve parce que quand j'en parlais aux gens, je sentais que, mais ma fille, tu rêves là, laisse tomber. Non, laisse tomber. Non, mais c'est un idéal quand même. Mais si je ne fais pas ça, si je ne suis pas dans l'univers du livre, si je ne parle pas à des auteurs, si je ne fais pas la promotion des livres, je ne me sens pas vivre. C'est comme si on m'enlevait mon oxygène. Donc, je sens vraiment que c'est ma mission, que j'en ai besoin vraiment pour vivre. Donc, je fais tout ce qu'il faut pour y parvenir et pour... je me sens heureuse. Oui, je pense, je peux très bien vous comprendre parce que c'est... Quand on atteint un objectif pareil, il y a une certaine satisfaction intérieure aussi. Hein, oui, tout à fait. Qu'on éprouve à ce moment-là. Natacha, que pensez-vous de la situation des auteurs ici qui sont issus des communautés? Des auteurs qui peut-être éprouvent parfois des difficultés pour publier dans certaines maisons d'édition. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un problème de difficulté d'éditer auprès des auteurs issus des communautés? Je ne sais pas s'il s'agit vraiment d'un problème, mais c'est vrai que le système fonctionne d'une certaine façon. Par exemple, comme moi j'ai voulu justement, j'ai proposé mon manuscrit Rouge Joyce à des maisons d'édition ici. On voulait savoir depuis combien de temps j'étais ici et combien de personnes je connaissais. Parce que éditer un livre, c'est un investissement. On investit sur un manuscrit. C'est coûteux. Donc, il faut quand même que l'éditeur, qui est un entrepreneur, puisse avoir un retour sur investissement. Donc, s'il n'est pas sûr que vous ayez un bassin suffisamment grand pour le Québec, peut-être qu'en tant que personne qui vient d'une autre communauté, vous avez des gens dans votre pays d'origine qui peuvent vous soutenir, mais les éditeurs québécois ici ne sont pas nécessairement au courant de comment ça se passe ailleurs pour promouvoir les livres. Ils n'ont pas non plus les contacts médiatiques qu'il faut, même par rapport à la législation et tout ça. Ils ne sont peut-être pas au courant. Ils préfèrent rester dans ce qu'ils connaissent. Donc, ça peut déjà être un premier frein pour un auteur. Et puis, il y a aussi, je ne veux pas dire que les gens ne savent pas écrire, ce n'est pas vrai, mais il y a aussi la qualité du manuscrit. Il y a une différence, par exemple, entre la personne qui fait du storytelling, comme le ferait un marketeur, et puis quelqu'un qui est dans la littérature. Donc, il y a aussi tout cet aspect-là artistique dans le texte qui est apprécié par un directeur littéraire dans une maison d'édition, qui fait que, et parfois même, certaines expressions qui peuvent être utilisées par l'auteur issu d'une autre communauté peut ne pas être comprise par... Il y a des sensibilités différentes parce que parfois ça peut dépendre aussi de la sensibilité de la personne qui va éditer, de l'éditeur. Tout à fait. S'il va apprécier ou non. Mais vous avez quand même, comme auteur aussi, vous avez fait ce pas. Est-ce que vous avez trouvé des difficultés pour pouvoir aller de l'avant avec Shana Prod dans un premier temps? Je dois dire que je retrouve, je ne vais pas parler de difficultés, mais plutôt des défis, notamment dans la promotion des œuvres.
de façon aussi, enfin, je vous remercie encore de m'accueillir sur votre Ben, ça fait plateau pour me plaisir. permettre Et un plaisir de vous écouter aussi. justement de parler de mon travail, parler des auteurs, parler de la façon d'écrire Oui. et tout ça. Parce que justement, nous n'avons pas nécessairement cette opportunité-là. Et c'est vraiment ça le frein majeur. Oui. Puisque finalement, dans la façon dont je travaille, je suis quelqu'un d'assez économe par ma formation d'économiste de la santé, puis même aussi Oui, parce que j'ai maîtrise été guide. professionnelle en économie sociale. Oui. Voilà. Donc, ça fait que j'ai une façon de gérer l'argent qui fait que j'arrive à faire beaucoup de choses avec peu. Oui. Mais la promotion, c'est vraiment ça mon défi. Et Oui. il faudrait que j'arrive à avoir plus de moyens, justement, parce que la presse écrite, les médias Tout et ça. tout ça, ça coûte. Et ça coûte, il faut y investir. On va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Arts et Lettres avec notre invitée Natacha. On va parler de Natacha Ordona, auteure, écrivaine, auteure de Au secours, je suis enceinte et de Rouge Joyce, qui est ici. Rouge Joyce, c'est le dernier. Oui, c'est le Puis, dernier. donc, Au secours, je suis enceinte, c'est le premier. C'est quoi la thématique? Parce que moi, je trouve que le titre de Au secours, je suis enceinte, c'est assez humoristique, avec une teinte d'ironie. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas du tout. Je suis économiste de la santé de formation et j'écris. Et il se trouve qu'en 2010, j'étais enceinte. Donc, pour moi, c'était une façon de me préparer à l'arrivée de ma fille et en même temps d'aborder la question de la santé reproductive. Okay. Donc, les différentes histoires qui sont dans Au secours, je suis enceinte peuvent être utilisées pour organiser des rencontres, par exemple, avec des jeunes, pour parler justement de la santé reproductive, de la santé sexuelle, commencer à faire un peu de prévention, justement. Il y a même une histoire où une jeune fille de 16 ans, en plein match de hand, s'évanouit. Elle va à l'hôpital et là, elle apprend qu'elle est déjà enceinte de 6 mois. Elle faisait un déni. Elle faisait un déni, elle ne le savait pas ou elle le savait? Son corps n'avait pas changé OK. plus. Donc, c'est des thèmes comme ça que l'on peut aborder avec des jeunes. J'ai eu l'occasion de le faire d'ailleurs dans des collèges en Martinique avec des professeurs et l'infirmière de l'établissement, de façon à aborder ces sujets-là avec les jeunes. Puis vous l'avez abordé avec des chroniques, des dates. Est-ce que c'est pour mentionner les péripéties de manière ordonnée dans le texte? En fait, il y a une des nouvelles qui est comme une chronique qui se passe au moment du tremblement de terre en Haïti en 2010. Donc, la rescapée, elle raconte comment ça s'est passé après le tremblement de terre avec toutes les dates. Et c'est comme une métaphore, en fait, de la vie, puisque Au secours, je suis enceinte, c'est quand même la gestation. Oui, la production, on va produire une nouvelle âme ou voilà, c'est ça. Un nouveau être humain. Oui. Et puis, est-ce qu'il y a un message que vous avez voulu transmettre dans ce livre? Pour moi, c'était important parce que j'ai grandi en Martinique et j'avais le sentiment que la grossesse était comme une sorte de tabou. Quand je suis tombée enceinte, je venais de me marier, mais pourtant, je me sentais mal à l'aise. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'une fille, une fille mère tombe enceinte, d'ailleurs, le mot tomber, tu vois, c'est comme un échec. Une chute, oui. Et donc, on faisait sentir à cette fille, à cette femme, que la vie est finie. Soit parce qu'elle n'est pas mariée, soit parce qu'elle n'a pas fini ses études, sa vie est finie. Alors, pour moi, c'était un message d'espoir. Montrer que tu donnes la vie à un être. Et je parle même de projet de développement durable sur 25 ans. Donc, tu donnes la vie à un être, c'est un projet que tu as d'accompagner un être, de l'aider à croître. Et toi aussi, tu grandis en même temps. Ta vie ne s'arrête pas parce que tu as eu un enfant sans être marié ou parce que tu as, par exemple, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir été violées, par exemple, et quand même faire le choix de garder l'enfant. Oui, et ils sentent une certaine culpabilité. C'est pour ça que même ils peuvent sacrifier ça, ne pas le dire, et puis sacrifier même la vie de l'enfant. Là, c'est comme porter atteinte à la vie de cet enfant. Vous permettez que je lise quelques lignes? Oui, allez-y. Au secours, je suis enceinte. La peur de la douleur, mesdames et messieurs. Natacha Ordona, accoucher sans douleur, est-ce possible? A priori, non. Sauf dans quelques cas d'exception, je voudrais tellement faire partie
de ces cas exceptionnels. Une punition? Je multiplierai les peines de tes grossesses. Dans la peine, tu enfanteras tes fils. Ma fille et moi avons toujours accouché sans douleur. Nous perdons les os. 2 heures après, bébé est là comme une lettre à la poste, me disait une amie. Je me rappelle que la belle-fille d'un oncle avait accouché sans péridurale et que mes cousines avaient trouvé cela extraordinaire et était devenue une vraie héroïne. Une amie qui a enfanté en juillet dernier était trop fière de n'avoir pas eu de césarienne, mais d'avoir accouché, même si cela a eu une péridurale. Même si elle a eu une péridurale, excusez-moi. Alors c'est très expressif, donc ça donne une idée sur votre personnalité, votre style, de ce que vous voulez mettre dans vos livres. Rouge, Joyce, mesdames et messieurs, qui est votre dernier, Oui. de Natacha, roman-théâtre. Oui. Comment vous expliquez ça? Que, dans ce que j'ai appris quand j'étais à l'école, quand on écrit quand même le roman, il faut quand même qu'il y ait beaucoup de descriptions. Mais moi, j'ai voulu davantage faire l'emphase sur le dialogue. Donc, mais je n'ai pas vraiment non plus respecté les codes du théâtre. J'ai mélangé les deux. Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça roman-théâtre. Mais vous parlez de vos souvenirs, hein? C'est des souvenirs. Est-ce que c'est une sorte de journal que vous avez donc développé dans un nouveau genre littéraire? C'est vraiment une fiction, parce une que fiction, je l'ai ok. partagé à des gens qui ont vécu avec moi à l'époque où j'étais étudiante. Et ils m'ont dit non, Natacha, ça n'a rien à voir avec ce que nous avons vécu. Il y a même certaines histoires, non, là, on sent vraiment que ta mémoire a travaillé parce que ça n'a rien à voir avec ce qui s'est vraiment passé. Ok. Donc, c'est vraiment une fiction. C'est vrai que je me suis inspirée de ma vie étudiante, mais c'est une fiction. Et je suis contente du résultat. Au-delà de l'histoire d'amour, il s'agit d'un roman d'apprentissage, celui du bonheur pour Joyce qui, aux yeux de sa belle famille, cumulerait tous les défauts, être jeune, femme et noire. Jeune femme et Jeune noire. Mais ce ne sont pas des défauts. Oui, C'est aux yeux de la belle famille. c'est aux yeux de la belle famille, oui, oui, mais donc pour c'est la moi, perception. vraiment, voilà, mais pour moi, vraiment, la jeunesse, c'est un trésor. Le fait d'être une femme aussi, c'est un trésor. Et le fait d'être noire aussi, c'est un trésor. 3 trésors. Mais bien sûr, il faut qu'ils font partie de l'identité. Tout à fait. Vous allez me permettre de le faire brièvement, parce qu'il ne reste pas assez de temps. J'adore ce passage. Je veux être écrivaine. Décidément, toi, un coup, tu veux être mannequin, un coup écrivain? Tu sais, je peux faire les deux. Ce n'est pas incompatible, les mannequins cultivés, ça existe. Il est vrai que tu auras des royalties, des droits d'auteur, pourquoi pas? Sauf que ce seront mes droits d'auteur. Tu dénigres toujours ce que je fais, sache donc que tu ne verras jamais la couleur de mon fric. Ah oui? Ah oui, et puis tu m'agaces, je vais dormir. Alors la teinte d'humour ne manque pas dans vos livres. C'est un plaisir de vous accueillir, Natacha. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait pour l'émission Arts et Lettres. Merci beaucoup d'avoir répondu à Merci notre beaucoup. invitation. Merci beaucoup de votre intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien. À la prochaine.